monter ta chaise. Essaye de monter ta chaise. Comment ça se monte? Avec le pied, il y a un soutien? Non, à côté. Un peu trop bas. Ah, ok. Ben non, c'est pas facile, ça. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, mardi, on est aujourd'hui le 23. On est le 23 mars 2023. J'ai un problème avec le 2023 pour le moment. J'ai dit peut-être du 2022, mais c'est pas grave. On est bien en 2023. Donc ce soir, comme d'habitude, un jeudi soir à la conversation, je reçois, je ne sais pas besoin de qui parle, tout le monde sait qui parle au micro. Donc ce soir, je reçois, comme prévu, Madame la sénatrice de Saint-Martin. Et comme il y a beaucoup de personnes qui attendent la sénatrice ce soir, je ne sais pas c'est pourquoi on attend la sénatrice, mais je pense qu'il y a des sujets que les gens attendent pour connaître pourquoi, comment ça s'est passé. Voilà. Donc ce soir, j'ai la sénatrice de Saint-Martin elle est bien là. Je sais que la sénatrice honore toujours ses rendez-vous. Donc elle est là. On va discuter de l'actualité de Saint-Martin et de la métropole. Et après, comme vous savez, il y a des choses qui se passent sur le territoire. Et on vient d'apprendre qu'il y a un jeune qui est décédé par arme à feu. Donc déjà, c'est pas bon, mais condoléances à la famille. Bon, quand on voit la photo, on voit si quelqu'un qu'on connaît sur la route. Condoléances à la famille. Et comme on dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on va essayer de dire déposer les armes. Il y a autre façon de régler s'il y a un souci ou un pépin. Donc voilà. Donc sans tarder, je vais passer le micro à Madame la sénatrice de Saint-Martin, Madame Annick Petrus, Saint-Martin, j'allais dire sénatrice de Saint-Martin, qui est avec moi ce soir. Madame la sénatrice, bonsoir. Bonsoir Gérald, bonsoir à la population de Saint-Martin. Comment allez-vous? Parce que je pense que depuis, on s'est vu qu'en décembre. Hein? En décembre. Donc, en fait, j'essaie de gérer pour avoir tous les parlementaires, mais vous savez, les parlementaires, ils ont des agendas assez chargés. Donc, depuis décembre, comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Depuis décembre, ça va. On travaille, on est par Mont et par Vaux, on est à Paris, on est à Saint-Martin, on est en Guadeloupe. Bon, mais le travail se fait, c'est l'essentiel. Donc, Madame la sénatrice, on voit que vous êtes deux parlementaires pour, je vous suis, en fait, sur tous les réseaux sociaux. On voit que vous frappez à toutes les portes. Des fois, on a l'impression que, est-ce que vous avez un temps de break dans votre poste de sénatrice? Parce que entre les ministères, par-ci, par-là, est-ce que vous avez un moment où vous vous reposez entre décalage horaire, revenir participer au conseil territorial et tout ça? Oui, on trouve un créneau pour se reposer, mais je pense plus que l'organisme s'habitue. C'est l'organisme qui s'habitue au rythme. Mais c'est vrai qu'on trouve oui, il faut se réserver quand même un créneau pour pouvoir se reposer. Sinon, on ne tient pas. Sinon, la machine va s'arrêter. Mais il y a aussi le fait que l'organisme s'habitue. Et je vais dire aussi que j'avais déjà un rythme bien avant qui me facilite un peu la tâche. Non. Donc, Madame la sénatrice, on a vu qu'avant qu'on aille dans les affaires nationaux, on va dire, mais c'est national aussi, on a vu il y a quelques mois ou quelques semaines, comment dire en anglais, le topic maintenant, c'est l'hôpital. On a vu que vous avez adressé un courrier au ministre de la Santé. C'est quoi le problème de l'hôpital? Parce qu'aujourd'hui, on entend le personnel, le syndic parler, la directrice et les autres instances qui sont au-dessus de la directrice
comment ça, ils font le support, ils supportent la directrice. C'est quoi vraiment le point? Parce qu'à un moment, je sais que vous avez rencontré cette directrice, vous avez discuté, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, l'hôpital? Est-ce que c'est quelque chose, on a dit, bon, ça va, on laisse tout le monde, on sait qu'il y a des problèmes, parce qu'à Saint-Martin, tout ce que c'est. C'est quoi le problème exactement? Alors, c'est vrai que j'ai rencontré l'hôpital, la directrice de l'hôpital, à ma demande. Hein, c'est moi qui suis allé vers elle, parce que j'estime que c'est aussi mon travail de rencontrer toutes les instances du territoire pour connaître les difficultés qu'elles rencontrent et pouvoir les aider au travers de ma fonction de sénateur. Donc, j'ai rencontré la directrice, effectivement. Nous avons échangé. Elle m'a fait part d'un certain nombre de difficultés que rencontrait le CH, Louis-Constant Fremen, et donc j'ai pris note. Et une fois arrivé à Paris, ben, j'ai fait mon boulot. Hein. J'ai interpellé le ministre sur des difficultés qui étaient inadmissibles, hein, comme par exemple les difficultés des Vassanes, comme le fait que ce soit l'hôpital qui doit supporter les frais des Vassanes, alors qu'en aucun cas ça ne doit être l'hôpital. Et sur aucun territoire de France, c'est le centre hospitalier qui paye les Vassanes. Non. Normalement, c'est pas ça. Donc, oui, j'ai interpellé sur un certain nombre de difficultés, sur le manque sur les difficultés au niveau de l'urgence, le manque de laboratoire interne qui faisait que on n'avait pas des résultats dans 10-15 minutes, comme des fois c'est nécessaire pour pouvoir traiter une urgence, mais 2 heures, 2 heures et demie après, parce que le labo est hors hôpital, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait des dysfonctionnements à ce niveau-là. J'ai interpellé, il y en a qui se sont réglés, ça tombait bien parce que 2 jours après, il y avait le Ségur de la santé en Guadeloupe, j'y suis allée, et effectivement, dans le cadre du Ségur de la santé, il y a un certain nombre de choses qui ont été actées, et dont le financement aussi acté pour pouvoir améliorer les conditions de l'hôpital. Donc, j'ai estimé que j'ai rempli mon rôle. Et je suis les dossiers, notamment ce fameux hélicoptère qu'on pourrait nous donner pour faciliter les évassanes. Mais il semblerait qu'une autre solution a été trouvée, puisque le ministre me dit qu'il va bientôt autoriser les vols de nuit à Grand Case. Et c'était ça la difficulté, donc je pense que ce problème-là est en passe d'être réglé. Donc oui, là j'ai fait ma mission, et je l'ai faite, mais pourtant j'ai toujours entendu, hein, depuis un certain temps, qu'il y avait des problèmes à l'hôpital. Vous savez, moi, je ne me mêle pas de tout, et dès le premier signe. Parce que partout, vous allez trouver des gens qui seront pour ou contre un fonctionnement mis en place. J'estime qu'il faut donner aux gens le temps de faire leur travail, et tout en observant, tout en regardant, tout en étant vigilant, et pour voir un peu comment les choses se passent. Donc ça fait un moment qu'on est alerté sur le fonctionnement de la direction de l'hôpital, mais moi j'ai laissé les gens faire leur travail. Et depuis peu, il y a eu une discussion entre médecins, la direction de l'hôpital, et on a mis des élus en copie de la conversation. Donc moi je suivais la conversation au travers des mails sans intervenir, et j'ai vu un certain nombre de choses. J'ai vu un certain nombre de choses qu'a dit la directrice, un certain nombre de choses que disaient les médecins, et à un certain moment la directrice, l'ARS était en copie aussi, hein, et à un certain moment la directrice a été démentie formellement par un des médecins, avec preuve à l'appui. Donc je me suis dit, ah, quelqu'un ment, et on ne va pas chercher qui, puisque les preuves sont là. Donc je me suis dit, bon, lorsqu'on ment sur les petites choses, il y a peut-être d'autres choses. Voilà. Et puis à partir de ça, ben, il y a eu une montée, les langues se sont déliées, et à titre personnel, Annick Petrus, j'ai eu un certain nombre d'informations inquiétantes, que j'ai dénoncées par une prise de parole sur les radios, et j'ai interpellé le ministre de la Santé, parce que ça me paraissait suffisamment grave d'entendre par exemple qu'il y avait un certain nombre de services qui nous avaient été enlevés, et auxquels nous n'avions plus droit, et d'entendre aussi par exemple qu'il y avait des possibilités d'amélioration, de prise en charge sur certaines problématiques de santé, et que la direction ne faisait pas le moindre effort pour pouvoir régler le problème. Quand vous avez une gouvernance à Saint-Barth
qui dénoncent les mêmes choses qu'une gouvernance à Saint-Martin, quand vous avez du personnel à l'hôpital de Saint-Barth qui vous dit la même chose que le personnel de Saint-Martin, quand vous avez des élus de Saint-Barth qui vous disent la même chose, à un certain moment, vous vous dites qu'il y a un problème. Puisque les témoignages sont convergents. Et là, de fil en aiguille, on découvre, et je découvre toujours, des choses qui sont abominables, des choses qui moi, j'estime, n'ont pas à se faire dans un hôpital. En tout cas, les patients de Saint-Martin n'ont pas à être traités de la sorte. Il y a des détournements de fonds publics apparemment aussi. Okay. Donc, il y a des problématiques au niveau aussi de la... Je parle de ce dont j'ai la preuve. Hein. Okay. D'accord? Donc, moi, je ne me disperse pas. Je suis un élu avec un certain rang et je ne me permettrai pas de dire n'importe quoi si je n'ai pas vérifié ce que j'ai dit. Et jusqu'à maintenant, il y a des démentis de la direction de l'hôpital sur des choses, j'ai envie de dire, générales. Ce que moi j'ai dénoncé, il n'y a pas eu de démenti dessus. On reste beaucoup sur, ah oui, c'est une guerre entre médecins, les médecins disent, non. Moi j'ai dénoncé des choses, des prises en charge, voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de démenti. Donc effectivement, l'IGAS sera saisi puisque le seul moyen de faire la lumière sur quelque chose, c'est une inspection. Okay. Et comme tout autre corps, le monde hospitalier a aussi ses inspecteurs. Donc nous avons demandé une inspection, c'est normal, hein, je veux dire c'est légitime. Je ne l'avais pas encore fait, mais aujourd'hui j'annonce que je vais saisir aussi la Cour des comptes parce qu'il y a des choses que j'ai vues qui me paraissent pas normales, d'autant que au niveau de la direction, ils disent qu'ils ont une feuille de route et l'un des objectifs était de réduire les dépenses. Alors moi je vois des dépenses qui sont faites, qui n'auraient pas dû se faire. Et alors si on réduit les dépenses, c'est sur les soins, mais pas sur le train de vie en tout cas des cadres et de certains. Voilà. Donc s'il y a une réduction de train de vie, puisqu'apparemment l'ARS dit que la feuille de route de la direction est suivie, alors ça veut dire qu'on économise sur notre santé. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses comme ça, des gens qui meurent, on va dire les choses comme elles sont, hein, qui meurent au bloc opératoire et c'est caché. Ah bon? Oui. Ok. Voilà. Il y a donc voilà. Après, c'est pas le premier hôpital où des gens mourraient au bloc opératoire. Mais ici, entre interventions qui se passent très mal et où on a même des doutes sur les compétences des médecins, entre, j'aurais pu appeler ça un génocide par substitution, mais le terme est fort, j'avoue, remplacement systématique du personnel du territoire par d'autres venants, des choix qui sont faits. Alors, je n'ai pas compétence à juger ces choix-là, mais comme il y a des gens qui ont compétence à les vérifier, à les juger, donc je ferai appel à ces personnes-là pour que ça soit fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous écoute, c'est très... Ça va pas à l'hôpital. Et, non, ça ne va pas à l'hôpital. On voit, il y a eu un communiqué de l'hôpital qui nous a dit, la presse, et quand je parle de la presse, c'est toute la presse qui a parlé de cette situation-là, et ils disent qu'il y a un acharnement sur la directrice, patati patata. Mais aujourd'hui, quand je vous entends, il y a des choses graves qui se passent à l'hôpital. Il y a des choses très graves qui se passent à l'hôpital. Il n'y a pas d'acharnement, en tout cas de ma part, il y a des révélations. Voilà. Après, ces gens-là peuvent toujours attaquer en diffamation, si ce qu'on dit est faux. Mais ce que je dis, c'est que c'est vrai que il y a quelqu'un qui dirige une structure. Et quand il y a des problèmes qui se passent dans la structure, des problèmes qui ne devraient pas se passer, forcément, c'est la direction de la structure qui est visée. Donc, c'est pas un acharnement. Il y a des personnes qui doivent savoir qu'ils sont sur des postes cibles. Vous dirigez un hôpital. Si l'hôpital fonctionne mal et que vous ne dites rien, ça fait des années que ça dure, ce que vous voulez continuer. Donc forcément, c'est vous qui êtes visé. Moi, je n'appelle pas ça un acharnement. Je n'ai aucune raison de m'acharner sur les gens. Je dénonce ce qui se fait parce que sur le territoire de Saint-Martin, ce sont des êtres humains qui y vivent et c'est toutes les composantes de la population. Il y a peut-être ceux qui ont de l'argent pour courir ailleurs. Il y a ceux qui n'ont pas d'argent pour courir ailleurs. L'hôpital public, c'est l'hôpital de la République. C'est une compétence régalienne de l'État
et il faut que la prise en charge soit la même partout. Alors, je comprends parfaitement que Saint-Martin est un petit territoire avec un petit nombre d'habitants et qu'on n'aura pas un CHU, un centre hospitalier universitaire. Mais je veux qu'on ait un hôpital qui garantisse quand même à minima les chances de vie et de survie des gens. Voilà. Et quand j'ai pris la parole dans l'hémicycle au Sénat, j'ai dit clairement au ministre qu'on mourrait à Saint-Martin parce que l'hélicoptère de la Guadeloupe refuse de venir chercher les patients en Guadeloupe, à Saint-Martin. Personne ne m'a démenti. Hein. Personne ne m'a démenti. Okay. Voilà. Et que, après la tombée du jour, aucun avion ne peut décoller de Grand Case pour emmener quelqu'un. Et ça, c'est une perte de chance. Si vous faites un accident de la voie publique ou un arrêt cardiaque ou un AVC à 19h30, vos chances de survie ne sont pas les mêmes que si vous les faites à 10h du matin. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Donc voilà, on peut comprendre qu'on n'aura pas non plus tous les services qu'on a à Pointe-à-Pitre à Saint-Martin, et c'est pour ça que j'ai fait voter un amendement au Sénat pour permettre la continuité territoriale, où je demandais qu'on prenne en charge les personnes qui doivent aller se faire soigner en Guadeloupe parce qu'il n'y a pas ce service-là, ces médecins-là, ces spécialités-là à Saint-Martin. Et ils n'ont pas toujours l'argent pour y aller, donc il faut trouver un moyen pour leur permettre d'y aller. Ça, c'est une compétence régalienne de l'État. Donc, quand l'État nomme un directeur dans un hôpital et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui se font et que nous sommes atrophiés par des opérations mal faites, que nous n'avons pas droit à tous les soins aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit dans ma lettre au ministre, si l'un d'entre vous veut partir en Guyane et veut se faire vacciner pour la fièvre jaune, vous ne pouvez pas le faire au centre hospitalier LC Fleming. J'ai eu l'occasion de le faire. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus le faire? Ce n'est pas l'hôpital qui paye ça, c'est l'ARS. Donc ce n'est même pas une question de budget, c'est une question... Alors c'est quoi? Enfin, moi je ne connais pas le plan, hein. Je ne comprends pas pourquoi. Alors c'est pour ça que j'ai interpellé ceux qui sont responsables de la santé, ceux qui sont responsables de notre santé. Il va falloir qu'on me réponde. Je vous promets qu'on me répondra. Parce que vous avez tiré la sonnette d'alarme maintenant, et on a l'impression qu'il y a agitation autour de l'hôpital, parce que tout le monde, comment dire ça, tout le monde restait et disait rien, on entendait des rumeurs. Et là, on a l'impression que tout le monde se range derrière votre dos parce que vous avez les preuves. Et après une inspection, qu'est-ce qui se passe exactement? Une décision sera prise. Si on se rend compte au moment de l'inspection qu'il y a effectivement dysfonctionnement, il va falloir changer ce qui dysfonctionne. Il va falloir sanctionner ce qui dysfonctionne. Et il va falloir s'arranger pour que ça fonctionne. Que ça arrête de dysfonctionner. Voilà. Maintenant, si on se rend compte que nous étions tous dans l'erreur et que la meilleure directrice du monde hospitalier se trouve à Saint-Martin, ben bravo. Bravo. Mais voilà, ça reste encore à prouver. Alors, pourquoi il y a une agitation? Parce que c'est vrai que ça fait un moment que le personnel se plaint. Je ne parle pas de la problématique de la vaccination, hein, parce qu'elle est nationale. Mais ça fait un moment. Je peux vous montrer que je suis saisi par téléphone. Les gens n'ont pas mes coordonnées. Ils me parlent par WhatsApp, ils me parlent par Messenger, qui dénoncent un certain nombre de fonctionnements. Mais vous avez des représentants. Et quand vous parlez, que vous avez l'impression que personne ne vous entend, vous vous affaiblissez à un certain moment. Et là, je suppose qu'il y a un sursaut, il y a un réveil, parce qu'ils ont l'impression qu'enfin on les entend. Qu'on les entend, il y a des élus qui les entendent, que ça bouge, puisque les élus interpellent au national. Donc oui, les gens se réveillent à nouveau et les gens parlent et les langues se délient. Vous avez vu qu'il y a un médecin qui a parlé, le médecin a démissionné. Alors, vous avez des médecins qui vont parler, qui vont démissionner parce que ceux-là ont les moyens, ils ont leur cabinet et ils n'ont pas peur. Vous avez ceux qui sont à l'hôpital qui ont peur parce que le jour où ils disent le moindre mot, ils sont au chômage. Donc c'est reparti. Après, ils sont médecins, ils vont trouver du travail ailleurs, mais c'est une vie à refaire, à recommencer, etc., etc. Donc il y en a qui vont se taire et il y en a qui vont se taire aussi parce qu'ils sont dans le clan de la direction, parce qu'ils y trouvent leur compte. Okay. Et je prends mes responsabilités, ils trouvent leur compte. Parce que normalement, à l'hôpital, il y a un conseil d'administration, il y a des élus. Est-ce que, par exemple, quand il y a le conseil d'administration, on ne remonte pas ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout ça a été gardé, on va dire, sous la table.
Et les gens avaient peur. Et aujourd'hui, vous exposez tout cela. Mais est-ce que le conseil d'administration qu'il y avait avant, il n'y avait pas des élus qui siégeaient, il n'y a pas d'autres membres, ou que c'est que les membres de l'hôpital qui siègent dans ce conseil d'administration? Alors, il y a un élu qui est au conseil de surveillance de l'hôpital. Mais vous savez, comme toute chose, hein, quand vous arrivez dans ces instances-là, vous êtes accueilli, vous êtes le seul élu, vous avez les autres, les gens vous parlent, les gens vous racontent et vont vous dire ce qui va bien. Okay. Mais moi, j'ai rencontré aussi la directrice de l'hôpital, elle m'a parlé des problématiques liées à l'hôpital, mais elle ne va pas me dire qu'elle fait ça et c'est pas normal. On va vous dire ce qu'on va vous dire. Ce qu'on veut bien vous dire, c'est lorsque vous visitez un appartement pour l'acheter, on va vous montrer son meilleur jour, son meilleur côté. Et c'est peut-être quand vous l'aurez acheté que vous allez vous rendre compte que moustique là, 19 heures, on ne peut pas vivre là parce qu'il y a une trop moustiques. Donc, voilà. Les gens ne vont pas vous faire venir là dans un conseil de surveillance ou dans un conseil d'administration pour vous parler de ces choses-là. Donc, forcément, il faut que, voilà. Quand les gens n'en peuvent plus, certains parlent, et si vous saisissez la parole au bon moment et que vous vérifiez, que vous voyez, et que vous voyez les preuves, donc là, à ce moment-là, moi je suis comme ça, hein, si quelque chose arrive vers moi et que je n'ai pas les preuves, je vais essayer de regarder, je vais m'acheter. Dès lors que je prends la parole, c'est que j'ai suffisamment d'éléments pour me permettre de prendre la parole. Comme on dit en créole, on ne peut pas y aller la guerre sans bâton. Quand j'ouvre la guerre, c'est que j'ai au moins un bâton. Donc aujourd'hui, on attend l'inspection qui... On attend l'inspection, on attend un peu plus que ça. Le vice-président qui siège au conseil de surveillance de l'hôpital, il y a un conseil de surveillance de l'hôpital début avril, il ira. Et là, il a des questions à poser, il va falloir lui répondre. Voilà, donc des choses comme ça. Et parce que nous aussi, on peut poser des questions. Donc il ira, il posera un certain nombre de questions. Et au fur et à mesure, les choses vont aller. S'il a lieu de... Moi, je ne vais pas brandir des preuves dans la presse. Je ne suis pas là pour tirer sur les gens non plus. Il y a des personnes pour ça. Par contre, les organismes de contrôle, on leur dira ce qu'on a à leur dire. Et ils sauront quoi chercher et où le chercher. Je saisirai la Cour des comptes, je l'ai dit tout à l'heure, parce que il y a voilà, il faut aussi inspecter de ce côté-là. Voilà. Il y a d'autres instances qui ont été saisies sur certains actes chirurgicaux qui laissent à désirer, qui interpellent, qui posent question. Parce que, en fait, comme on dit en anglais, vous ouvrez un cap là, parce que quand vous dites qu'il y a des interventions qui sont suspicieuses, on va dire, ça veut dire, parce que ça fait des années, on entend des gens décèdent, on n'a pas comment dire ça, de retour. Après, si les gens ont les moyens, ils ont au tribunal, bon, l'argent ne remplace pas une vie, mais on va dire qu'ils font des arrangements. Aujourd'hui, ça peut être un truc assez énorme pour les responsables qui n'ont pas fait leur tâche de contrôle aussi. Alors, moi, je trouve que ce qui se passe à l'hôpital est scandaleux. C'est mon terme à moi, c'est scandaleux. Ça ne se ferait pas en France. Ça ne se ferait pas en France parce que les gens sont procéduriers, les gens savent où aller, où frapper les portes. Voilà. Il y a aussi des procédures qui existent en France qui n'existent pas ici. En France, si vous avez des doutes sur comment est décédé votre patient, vous allez demander des comptes, vous allez prendre un avocat. Vous avez la possibilité de prendre un avocat et rémunérer l'avocat quand vous aurez gagné votre procès parce que vous êtes sûr de votre fait. À ce moment-là, on n'a pas cette possibilité. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, ben écoute, moi je sais bien qu'il y a eu une erreur, mais ça ne va pas ramener un tel, et puis je n'ai pas l'argent. Donc voilà. Et puis, vous avez des étrangers aussi qui sont insultés, qui sont malmenés à l'hôpital parce que ils sont étrangers, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de sécurité sociale. Non, lorsqu'on a fait le serment d'Hippocrate, c'est de soigner les gens, quelle que soit leur nationalité, qu'ils aient ou pas papier ou qu'ils aient ou pas de l'argent. C'est comme ça en France. C'est comme ça en France. Et si on n'est pas prêt à faire ça, alors on n'est pas médecin en France. Parce que là, maintenant, ça met un doute sur tout le monde qui dit, bon, parce qu'il y avait déjà des gens qui disent, moi, je ne vais pas à l'hôpital de Saint-Martin, je préfère, si j'ai les moyens, comme vous dites au début, je pars ailleurs parce que je pense que je serai mieux soigné. Aujourd'hui, là, avec ce qui va se passer, c'est je ne vais pas dire c'est un scandale, c'est pas encore un scandale, mais ça sera un gros problème de confiance envers la population. Et c'est pour ça, des fois aussi, on hésite vraiment avant de lancer ce genre d'attaque. Parce qu'on ne veut pas non plus effrayer la population, et je ne suis pas là pour dire que tout ce qui se fait à l'hôpital est mal. L'hôpital, il y a eu des avancées, certains disent que c'est eux qui ont fait avancer, moi j'entends que c'était déjà un projet des directeurs d'avant, qu'importe.
Aujourd'hui, on a eu des avancées. On peut traiter certains cancers, on peut faire de la chimio à Saint-Martin, et ça c'est une grande avancée, parce qu'avant, les patients étaient obligés d'aller en Guadeloupe. Comme ils n'avaient pas les moyens pour séjourner en Guadeloupe, ils rentraient le soir chez eux, après une chimio, fatigués. Et certains étaient tellement fatigués de ça qu'ils arrêtaient le traitement. Et on sait ce qu'il y avait au bout. Donc, c'est une grande avancée de pouvoir se faire traiter ici. Il y a d'autres petites choses. Vous avez de très bons médecins, des cardiologues et tout ça qui ont travaillé vers l'avancée de l'hôpital. Vous avez ceux qui sont arrivés, qui n'ont pas trouvé un certain nombre de protocoles qu'ils ont mis en place. Moi, j'ai la preuve de ça. Ils ont mis en place un certain nombre de protocoles pour faire avancer les choses. Il y a des médecins qui se sont investis à l'hôpital. Sauf que, si vous n'êtes pas du côté de la direction, si vous ne faites pas ce qu'on attend de vous, même lorsque ce qu'on attend de vous n'est pas ce qu'il y a de plus formel et formalisé, eh ben, vous partez. Vous partez parce qu'il y a très peu de médecins titulaires dans cet hôpital, donc vous êtes toujours sur la corde raide. Ben, logiquement, on doit avoir des médecins titulaires. On en a quelques-uns, mais pas assez. L'hôpital tourne avec beaucoup. Il y a des gens qui viennent aussi pour rester, mais quand ils voient ce qui se passe, ils partent. Moi, j'ai un proche à moi qui est hospitalisé. Je suis allé le voir à l'hôpital. J'ai eu une grande discussion avec quelqu'un du corps médical. J'ai eu qu'une seule envie à la fin, c'est de prendre mon frère et de partir. Ok. Voilà. J'ai les preuves de ce que j'avance. Il y a des difficultés à l'hôpital. Il y a aussi de très bonnes prises en charge dans certains domaines, de très bons médecins, parce qu'on ne va pas jeter l'opprobre sur ceux qui font leur travail convenablement. Et voilà. Le cardiologue qui vient de démissionner de l'hôpital, on l'a poussé à la porte. Il fallait s'attendre à ça parce qu'il a osé dire la vérité. Sauf que lui, il ne va pas mourir de faim. Oh, il a son cabinet, il va travailler. Sauf que comme il est très bon et comme il suivait les patients de l'hôpital, aujourd'hui, qui en pâtit? Ce sont les patients de l'hôpital. Ce sont les patients de l'hôpital qui n'auront plus les services de ce cardiologue. Et moi, c'est ce que je vois. Ce que je vois, c'est que tout ce qu'on fait, la résultante de tout ce qui est fait, c'est le patient qui est en bout de chaîne, et c'est lui qui subit. Alors, vous payez des villas à plus de 4 000 € sur l'argent du contribuable français, mais s'il vous plaît, permettez au moins, heureusement qu'il y a des patients pour que vous puissiez vivre ça. Alors, respectez ces patients-là. Voilà. Quand vous dites villa, c'est pas l'hôpital qui paye le villa. Qui paye, mais bien sûr que c'est l'hôpital qui paye les villas. Ça s'appelle les logements de fonction. Ok. Bon. Ah, oui, j'ai compris. Alors que normalement, selon les textes, on ne devrait pas payer la villa à ce prix-là. Mais bon. Bon. Mais je pense que vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière maintenant là. Et beaucoup de personnes délient leur langue. Il y a des espoirs de changement. On a vu le syndicat SMI, son grain de sel aussi. Et il y a des médecins aussi qui viennent d'un background qui disent bon, telle chose. Après, bon, on espère que ce que vous avez poussé, qu'il y ait un changement et qu'on découvre et qu'on arrange là sur le problème, qu'on puisse la population puisse trouver la confiance envers l'hôpital et qu'on n'entende plus des fois, jusqu'à maintenant, des gens décèdent, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pas que ceux qui ont les moyens qui peuvent prendre un avocat. Voilà. Donc, Madame Sénat, ça c'était la part de l'hôpital. Après, il y a une grosse, je pense que tout le monde t'attend sur ça. Tout le monde t'attendait sur ça. La réforme des retraites. Après, je pense qu'on a vu, moi, j'ai pas trop compris le vote de l'article 7. C'est bien ça. Parce que moi, j'ai suivi que vous étiez en Guadeloupe. Après, je me suis dit, il doit y avoir un petit jet privé, je ne sais pas moi, comment était déjà arrivé. Aujourd'hui, la réforme, on a vu ce que ça a donné. Au Sénat, vous l'avez adopté, sauf que vous avez voté contre le texte final. Mais aujourd'hui, avant d'aller dans votre vote, quand vous regardez, parce que vous faites le va-et-vient, quand vous arrivez à Paris, vous voyez ce qui se passe maintenant, le ressenti pour vous, comment vous vous sentez par rapport à une ultramarine qui vient à Paris, qui dit, bon, parce qu'on sait, quand c'est Martin, c'est nous qui faisons ça, c'est notre histoire, et là, c'est en notre dimension. Alors moi, j'ai jamais pensé que c'est nous qui faisons que ça, hein, à Saint-Martin. Des grèves, il y en a, des manifestations, il y en a partout. C'est vrai que nous, lorsqu'on manifeste à Saint-Martin, tout le monde est scandalisé, comme si c'était la première fois qu'il voyait une manifestation. Les manifestations, j'en ai vu plein. J'ai vécu le LKP en Guadeloupe. Je n'en avais vraiment pas vu en France. Maintenant, je vois que ça. D'accord? Donc c'est partout. Quand les gens sont mécontents, dans quel que soit le pays du monde, quand les gens sont mécontents, ils manifestent. Voilà. Donc ça, c'est pas nous n'avons pas le privilège de cela. Tout le monde le fait.
Voilà, ça c'est pour le côté manifestation. Les gens manifestent à Paris aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas contents. Moi, je peux vous dire, je vis dans un arrondissement de Paris, on va dire, qui est bien. Et le mur d'ordure est de 1,50 m. Parce que les éboueurs sont en grève depuis notre jour et personne n'y échappe. Voilà. Et d'autres, voilà. Les gens ne sont pas contents. Et quand les gens ne sont pas contents, ben, ils manifestent. Aujourd'hui, vous avez les Français dans la rue parce qu'ils sont contre. En majorité, en très, très grande majorité, ils sont contre la réforme des retraites qui veut qu'ils aillent travailler jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, quand on voit la réforme des retraites, on voit les grèves en métropole. Dans l'outre-mer, hors la Guadeloupe, je n'ai pas suivi la Martinique. Ici, on a 2 parlementaires. On a vu le député Gums, il a rencontré les syndicats au début. Vous avez vraiment, parce qu'on sait maintenant tout passe réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez rencontré ces syndicats-là. Quelle était votre parole envers ces syndicats-là? Parce qu'aujourd'hui, on a les syndicats qui est contre à Saint-Martin, mais on n'a pas vu le mouvement qu'eux, ils ont mis en place, non pas, parce qu'à Saint-Martin, on ne suit pas vraiment les infos, c'est plus le jour, ça va être proche pour ceux qui suivent. Ils vont vraiment dire, bon, je ne savais pas. Quel était votre message aux syndicats là quand vous avez rencontré? Alors, je n'ai pas rencontré les syndicats. J'ai rencontré qu'un syndicat sur la réforme des retraites, c'est le syndicat des sapeurs-pompiers. Okay. Ils sont venus me voir. Je crois que je l'ai posté sur ma page Facebook. Ils m'ont donné leur ressenti. J'ai discuté avec eux. Ils m'ont présenté des amendements qu'ils voulaient bien que je dépose pour pouvoir amender le texte de la réforme des retraites. J'ai déposé les amendements. Ils ont été jugés irrecevables. Okay. Mais on a eu des milliers d'amendements irrecevables puisque l'article 40 du Sénat, vous ne pouvez pas déposer un amendement dès lors que que l'amendement a un coût financier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre, vous parlementaires, de gréver le budget de l'État. D'intervenir dans le budget, si vous n'êtes pas sous la loi du budget, évidemment. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas déposer une loi où je dis que l'État va payer tant. Ce n'est pas à moi de faire ça. Donc, les amendements que j'ai déposés ont été jugés irrecevables, comme des milliers d'autres. Et donc, voilà. Mais moi, j'avais déjà mon idée sur la réforme des retraites, parce que j'ai lu le texte. Vous savez, en tant que parlementaire, moi, quand un texte est soumis, en tout cas, à mon jugement, à mon expertise, voilà, je regarde le texte dans son ensemble sur les portées, les implications, les impacts que ça aura au niveau national, parce que je suis un élu national. Donc je regarde d'abord ça, et ensuite je regarde la déclinaison de ce texte, la résonance de ce texte sur mon territoire, parce que je suis un élu national représentant un territoire. Donc, je regarde la résonance de ce texte-là sur mon territoire. Voilà. Et il y a d'autres textes où vous regardez aussi le texte avec un œil personnel. Je prends par exemple le projet de loi sur l'euthanasie. Là, vous avez un regard très personnel. C'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez la permission ou non de tuer les gens. Donc ça, voilà. Pour revenir sur la retraite, donc c'est comme ça que j'ai examiné le texte. J'ai regardé l'impact national et ensuite j'ai regardé la résonance au niveau des territoires, de mon territoire et donc des territoires d'outre-mer en général. La première chose qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a eu aucune étude d'impact sur les territoires ultramarins. Or, les territoires ultramarins, ils le savent. On n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas la même relation avec le monde du travail. Dans nos territoires ultramarins, nous avons des carrières assurées, qui s'arrêtent, qui reprennent, parce que il y a beaucoup de chômage chez nous. Donc, on ne commence pas comme certains Français qui vous disent, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, et j'y suis encore. Chez nous, à 16 ans, on ne travaille pas. C'est aussi simple que ça. Sauf si vous avez, et même lorsque vous avez un père qui a une entreprise qui vous prend avec lui, à 16 ans, vous êtes apprenti. Voilà. Donc, on ne travaille pas chez nous à 16 ans. Ça, c'est la première des choses. On ne travaille pas, sauf si on a la chance d'être fonctionnaire ou d'avoir passé un concours pour entrer dans une administration à 18, 19 ans, 20 ans, hein, comme c'était le cas avant pour certaines personnes qui rentraient à l'école normale, après le bac, etc., etc. À part cela,
qui ont la chance de passer un concours très jeune après leurs études et de se caser, ben, il y a une galère pour travailler. Alors, je vous laisse faire le calcul. Si vous avez commencé à travailler à 26 ans et que vous devez arrêter à 64 ans, donc il vous manque quelques années, mais ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des subtilités dans les textes. Si de 26 ans à 64 ans, vous n'avez pas les 44 ans d'annuité pour vous faire partir avec un plein taux de retraite, vous partirez si vous voulez, mais vous n'aurez pas une retraite complète. Si vous voulez une retraite complète, eh bien, vous allez continuer les autres années. Donc, vous pouvez travailler à 66, 67, c'est vous qui voyez. Donc, il y a un moment, il faut arrêter quand même, d'accord? En fonction en plus du travail qu'on fait. Moi, j'entends que l'espérance de vie est plus longue et qu'on est plus en forme à 60, 70 ans qu'il y a quelques années. Je n'en disconviens pas. Voilà. Quand vous avez travaillé dans un bureau toute votre vie et que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez des chances de terminer en forme. Quand vous avez travaillé sur un chantier, quand vous avez été sapeur-pompier, vous brancardez des gens, vous transportez des trucs pour aller éteindre des incendies en haut des collines, etc. Quand non, il y a des métiers où vous ne pouvez pas finir à 64 ans comme ceux qui sont dans les bureaux. Et ça, il faut tenir compte de tout ça. Donc, alors, ils tiennent compte de certains nombres de métiaristes quand ils veulent bien les dire que ce métier-là est un métier à risque ou un métier qui fatigue ou un ceci ou un cela. La réforme des retraites, à mes yeux, est injuste et ne tient pas compte des territoires d'outre-mer et des réalités de nos territoires. Les femmes payent un lourd tribut parce que après avoir travaillé toute une carrière comme un homme, après avoir travaillé en touchant moins d'argent que les hommes, après avoir élevé des enfants qu'on a mis au monde, on perd des semestres sur la retraite, donc on doit travailler encore plus. Pour toutes ces raisons-là, j'ai voté contre la réforme des retraites, contre tout le texte. Maintenant, on va parler rapidement de l'article 7. Et c'est la dernière fois que je parlerai de ce fameux article 7. Parce que vous pouvez voter 1, 2, 3, 4 articles d'un texte. Si vous rejetez le texte, vous rejetez aussi les articles. Ce qui s'est passé sur l'article 7 et qui a créé une belle petite polémique parce qu'on aime ça. On oublie que le texte a été rejeté, mais on reste sur l'article 7. Vous savez, il y a un dérouleur lorsqu'on étudie une loi. Il y a un certain nombre d'amendements et vous savez à quel moment chaque article passera en hémicycle. J'ai quitté Paris, j'ai fait un aller-retour en Guadeloupe pour suivre la conférence qu'on avait en Guadeloupe sur les relations interrégionales. Voilà. J'ai fait l'aller-retour et je savais que normalement, je devais être de retour à Paris pour l'article 7 et pour le reste du texte. Je suppose que ceux qui suivent la politique, ils n'ont pas seulement suivi mon vote, mais qu'ils ont suivi ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Il y a eu un amendement qui a été enlevé, et ça a été fait un peu exprès, pour faire tomber près de 1500 amendements de la gauche. C'était une façon d'accélérer le débat parce que vous aviez les élus de la gauche qui ne voulaient pas que le texte ait le temps d'être étudié au Sénat, comme ils ont fait à l'Assemblée nationale. Donc la droite a enlevé un amendement et ça a fait tomber toute une série d'amendements. Donc du coup, l'examen du texte est accéléré. Il y a eu d'autres mesures que le gouvernement a prises au niveau du vote. On appelle ça le vote bloqué, qui a aussi fait tomber beaucoup d'amendements. Donc ce qui fait que l'article 7 est arrivé au Sénat, enfin, est arrivé en examen, j'étais pas encore de retour à Paris. Alors, le groupe a voté. Et le groupe a voté pour moi en mon absence. Et le groupe a voté dans le sens du groupe. Alors, quand vous êtes absent, le groupe peut voter pour vous, mais le groupe vous demande ce que vous voulez voter. Il ne vote pas pour vous arbitrairement. Sauf que là, les choses ont été tellement vite, parce que normalement l'article 7 ne devait pas passer là, qu'ils n'ont pas eu le temps de demander. Et donc ils ont voté. Et quand j'ai été informé que l'article 7
j'apparais dans le truc comme ayant voté l'article 7. J'ai appelé mon collaborateur, je lui ai dit, tu fais pour moi ce qu'on appelle une rectification de vote. Parce qu'on a le droit de le faire. Okay. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une rectification de vote. Et donc, maintenant, j'apparais contre. Entre-temps, je suis rentré à Paris et on a continué à examiner les autres articles. Et moi, je suis là et j'attends. Ouais. Et le samedi, on a voté l'ensemble du texte. Et là, j'ai voté non. J'étais présente, j'ai voté non. Je crois que nous étions 2 sur ce coup-là, enfin dans mon groupe LR, à avoir voté 2 et à avoir voté non. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Mme Petrus a voté contre le projet de loi sur la réforme des retraites. Voilà. Donc c'est clair qu'on sait ce qui s'est passé parce que moi j'ai pas tout compris. Elle est en Guadeloupe, elle est à Paris. Donc voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand on regarde cette fameuse réforme que vous avez votée contre au Sénat, parce que là maintenant il y a eu le discours du président. On n'a pas l'impression que le président calme le feu qu'il y a. Moi je dis le feu à Paris. En tant que sénatrice de la République, que pensez-vous du discours du président? Le président ne calme pas le jeu parce qu'il ne revient pas sur sa décision. Les gens sont clairs. Hein? Les manifestants veulent le retrait de la réforme des retraites. Ils ont encore attendu jusqu'au vote de la motion qu'on a voté il y a 2 ou 3 jours, là, en pensant qu'on serait arrivé à renverser le gouvernement et donc, de facto, la PPL sur le projet de loi tomberait aussi. Il a manqué 9 voix pour renverser le gouvernement. Ça veut dire que le texte peut être validé. Et donc, la colère a doublé. Et aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi à Paris. Jusqu'où ça va aller, jusqu'à quand, j'en sais rien. Il y a d'autres actions qui ont commencé. Les députés de gauche et tout, voilà, ils ont déposé des recours parce qu'il y a des recours institutionnels qu'on peut, il existe des choses dans la Constitution qu'on peut faire. Donc tout cela est en cours pour voir est-ce qu'on peut faire tomber cette réforme des retraites. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas jusqu'à quand le désordre va durer à Paris et ni quel sera l'impact de ce désordre-là. Est-ce que le gouvernement enlèvera finalement? Est-ce que le gouvernement entendra finalement ce qu'il représente et qu'ils vont enlever le texte? J'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que ce gouvernement est devenu ingouvernable. Quand vous avez que 9 voix qui vous sauvent au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est très fragile. Très, très fragile. Et ce ne sont pas vos voix, les 9 voix. Ce sont des voix du groupe LR, voilà, ce sont pas des voix qui vous appartiennent. Donc ces voix-là, vous pouvez les perdre, ce soutien-là, à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas gouverner. Le gouvernement n'a pas une majorité pour faire passer les textes. D'ailleurs, ils viennent d'enlever la réforme sur l'immigration qui devait arriver au Sénat le 28. Nous devions commencer à examiner ce texte de loi le 28. On vient de l'enlever. Je pense que le gouvernement est en train de réfléchir à ce qu'il va faire pour pouvoir continuer de gouverner ce pays-là. Le président a dit qu'il ne va pas faire de remaniement, il ne va pas dissoudre l'Assemblée nationale. Donc comment il va faire? Pour l'instant, on dit ça. Le gouvernement a l'habitude de dire des choses et dans l'heure qui suit, parce que le gouvernement avait dit la veille, 3 ministres du gouvernement ont dit la veille, y compris la première ministre, qu'il n'y aura pas de 49-3. Il y a eu 49 à la dernière minute. Donc, on a vu pourquoi vous avez voté contre et votre position par rapport à la réforme des retraites. On va partir sur un petit peu localement parce que on sait que vous êtes conseillère territoriale. On a vu que le président M. Dani, je sais pas, c'est que vous créez un lien au niveau de la Caraïbe, vous rencontrez tous les premiers ministres, les présidents, les ambassadeurs. C'est quoi le but exactement? Parce qu'on voit que vous étiez à la conférence coopération anti-Guyane. Le but, c'est quoi? Parce que est-ce qu'on veut juste, on se rencontre pour dire on s'est rencontrés? Est-ce qu'on se rencontre pour créer ce lien-là en cas où il y a, bon, comme je dis, la Caraïbe, c'est une seule Caraïbe. C'est quoi le but exactement? Même si j'aurai le président le mois prochain, mais bon, comme vous êtes là, je vous pose la question. Mais bien sûr, c'est indispensable. On a beau être français,
mais géographiquement, nous sommes dans la Caraïbe. Et je pense que c'est bien de commencer à coopérer avec ceux qui sont tout près de nous. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire lors de la coopération. J'ai fait une intervention en disant que je trouvais ça très bien et c'est bien que nous puissions avoir ces rapports avec nos homologues de la Caraïbe, nos voisins de la Caraïbe, pour pouvoir travailler sur un certain nombre de sujets ensemble. Mais que ce serait encore plus formidable si nous arrivions à coopérer avec nos voisins les plus proches, parce que l'exemple qui était donné, c'était un exemple de coopération qu'on avait mis en place entre la Russie et un autre pays de la... Sainte-Lucie. Sainte-Lucie et un autre pays de la Caraïbe. Et le gars disait que dans 1h30, en moins de 30 minutes d'avion, ils avaient pu prendre la personne qui avait fait le malaise cardiaque, l'emmener en avion, l'opérer dans un hôpital et que la personne a été sauvée. Et moi, lorsque je suis intervenu, je disais que moi, j'ai une possibilité à 5 minutes en voiture de coopération avec le côté hollandais. Parce que le côté hollandais a un hôpital. Nous aussi, nous avons un hôpital. Il y a des coopérations qu'on pourrait faire sur notre territoire avec nos voisins. Donc, il était indispensable que nous commencions par là. Et je le dis parce que, je l'ai dit, parce qu'il y avait les représentants de l'ARS, là, il y avait des ambassadeurs, il y avait, voilà, le président de région. L'État était représenté puisque le chef de cabinet du ministre des Outre-mer était là. Donc, commençons par nous aider à cette coopération-là, parce que c'est très difficile. On a signé une coopération en 2014 avec le côté hollandais, et en 2020, on n'arrivait même pas à se mettre d'accord sur l'heure des confinements. Au moins avoir une heure commune pour les confinements, voilà. Donc, oui, c'est indispensable. Oui, nous allons continuer à mettre l'accent dessus parce que la coopération, elle est à tous les niveaux. C'est pour le Sargasse, aller voir où, dans la Caraïbe, ils ont réussi à refréner un peu l'arrivée des Sargasses pour voir qu'est-ce qui est mis en place, pour que nous puissions échanger sur nos pratiques et améliorer nos actions. C'est indispensable de mettre en place des coopérations puisque Paris, nous dépendons de Paris, nous dépendons de la France. Mais Paris est quand même à 8 heures d'avion. Oui. Donc si on peut sauver un malade, ça arrive déjà, puisque nos malades sont vers la Martinique. On est toujours sur un territoire français. Mais si on a un territoire de la Caraïbe, où la distance est moins longue, qui est beaucoup plus proche, et qu'on peut arriver avant, pourquoi pas, s'il s'agit de sauver la vie, sauver des vies. Voilà. Donc c'est sur tous ces sujets-là que nous avons réfléchi. On a parlé beaucoup d'Haïti, il a été beaucoup question d'Haïti. Voilà, c'est bien, mais on peut faire mieux et on peut surtout commencer par ce qu'il y a de plus proche. On voit qu'on a une problématique sur l'eau. Ben là, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, enfin, jusqu'à il y a 2 jours, on ne pouvait pas mettre en place une coopération avec le côté hollandais sur l'eau parce que l'ARS ne veut pas que l'eau hollandaise qui serait pas conforme, en tout cas pas aux normes, traverse les tuyaux du côté français. Donc, ok. Bon, et comme disait une collègue élue, on mange tous les jours dans les restaurants du côté hollandais où on prépare le repas avec la même eau, personne n'est mort. Mais enfin, voilà. Après, on est en France. En France, il y a des normes. Voilà. Mais si on veut vraiment parler de coopération, il ne faut pas qu'on fasse dans l'hypocrisie. Il faut qu'on fasse vraiment. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, demain, vous remettez, je pense que vous serez là, à Cancase. Cancase Beach. Voilà. Il y a 9 lauréats des futurs chefs matelots, comme pêcheurs. Voilà, ils ont réussi le CAP petite pêche. Voilà. Des pêcheurs. Donc, on a vu, c'est un succès, parce qu'il y avait eu déjà des choses. Là, on a vraiment vu, ils sont allés, je pense que la collectivité a poussé aussi qu'ils aillent au bout. Après, comme on dit, what's next? Parce que des fois, on voyait des formations, et là, c'est une belle promotion. Est-ce que la collectivité, avec d'autres organismes, vont les accompagner? Parce qu'on sait que on voit dans les autres, on va pas aller en Guadeloupe, ils ont des difficultés pour les poissons pour le moment. Est-ce que la collectivité, haute instance, va les accompagner dans l'achat de matériel ou perfectionnement dans d'autres filières de pêche? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui seront mises en place pour eux? C'est prévu, c'est prévu. Alors, c'était la première étape.
nous avons nos premiers pêcheurs diplômés. Voilà, donc on progresse. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes, donc ça veut dire qu'ils sont là pour un moment. Et oui, maintenant qu'ils ont leur diplôme en main, il va falloir les accompagner. Ça ne sert à rien de faire des gens faire des formations diplômantes, leur donner des diplômes pour qu'ils s'assoient chez eux avec. Voilà, donc il y a des fonds de l'Europe, 3,8 millions pour ceux qui suivent l'actualité. Et dans le cadre de l'économie bleue, il y a ce qu'on appelle un renouvellement de la flotte. Il faut des bateaux, il faut faire des choses si on veut effectivement mettre en place, en tout cas améliorer la pêche à Saint-Martin, tout ce qui relève de l'économie bleue. Et donc dans ce cadre-là, les financements sont disponibles. Donc oui, il y aura un accompagnement de ces jeunes pour qu'ils puissent faire les acquisitions nécessaires. Il y aura un accompagnement administratif aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on devient expert et qu'on connaît tout. Il y aura aussi, parce qu'une fois que vous êtes marin-pêcheur, ben, vous êtes à votre compte et vous avez une comptabilité à tenir, vous avez, bon, c'est comme dans tout, hein, vous avez la partie administrative. Donc oui, ils seront accompagnés et ils pourront enfin vivre de cela. Donc ça fait quand même 9 personnes insérées. Il y en a qui ont déjà les bateaux, hein, qui travaillent déjà avec papa, qui travaillent... Donc voilà. Donc on va compléter pour ceux qui n'ont pas encore. Et on va leur permettre de vivre chez eux de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils savent faire. Donc, Madame la sénatrice, Madame la sénatrice, c'est la conseillère territoriale, on est en mars, ça fait 1 an que le RSMA est au pouvoir. Comment va le RSMA aujourd'hui? Le RSMA va bien. Alors, le parti politique, forcément, il est en sommeil, puisque nous sommes aux affaires, mais on va bientôt le réveiller. Mais les élus du RSMA, en tout cas ceux qui gouvernent le territoire, ça va. Ça va, hein, si j'entends la population, j'entends la rue, ça va. Après, la perfection n'étant pas de ce monde, il y a des petites imperfections, il y a des petits couacs, il y a des petites difficultés à surmonter, des difficultés plus profondes les unes que les autres. Mais il y a une moyenne. C'est comme un devoir. Hein. Vous faites un devoir, vous pouvez avoir 5 sur 20 comme vous pouvez avoir 16 sur 20. Donc aujourd'hui, RSMA au pouvoir, on a vu que le président, dernier communiqué, il a lancé un vaste, au moins 6 chantiers de nettoyage. Et est-ce que, parce que les gens disent, ouais, on attendait ça depuis longtemps. Et quand vous voyez les gens, la réaction des gens qui disent c'est bien ce que vous faites, il y en a, bon, tout le monde ne sera pas content. Comment est-ce que vous dites, bon, vous étiez là dans l'ancienne majorité qui s'est déchirée et aujourd'hui vous êtes dans une posture que vous pouvez, comment dire, pas libre, mais vous êtes libre à appliquer le programme. Comment vous vous sentez? Parce qu'on sent que la population n'est plus stressée, les chefs d'entreprise n'est plus stressés, le particulier, l'homme, le Saint-Martinois n'est plus stressé. Comment vous, en tant qu'élu, vous vous sentez par rapport à ça? Parce que des fois, comme je pense que vous n'êtes pas parmi les élus qui vont, comment dire, dans des bides, des chaises parce qu'ils pensent qu'ils font un bon travail. Comment vous vous sentez en tant qu'élu? Moi, je me sens très bien au sein de ma majorité. Je ne suis pas muselé. De toute manière, on n'arrive pas à museler Mme Pétrus. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je félicite souvent parce qu'il y a des choses de très bien qui se passent. Voilà. Nous sommes au travail, nous sommes en phase. Voilà. Nous avons un président, comme on va dire, Oukia. Donc, il entend, il écoute. Comme je viens de dire, la perfection n'est pas de ce monde. Il peut y avoir des petits couacs. Mais j'aime à dire que le président et tous ceux qui l'accompagnent veulent faire au mieux pour la population. Si le ressenti de ce que nous faisons fait plaisir aux gens, redonne espoir aux gens, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas pressés, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus relaxés, c'est peut-être pour ça qu'ils se sentent mieux et qu'ils le disent, c'est tant mieux parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire de Saint-Martin un territoire où il fait mieux vivre. Et mieux vivre, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une partie, c'est pas pour une communauté, c'est pour Saint-Martin dans sa diversité. Et pour que les gens puissent vivre bien, il faut déjà que les gens puissent être capables de bien manger. Voilà. Et j'entends par manger, non pas l'acte de mettre la cuillère, mais avoir ce qu'il faut dans l'assiette.
Voilà. Et pour ça, eh bien, il faut travailler, il faut avoir un travail, il faut avoir de l'espoir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On remet le Saint-Martinois au centre des choses et on s'arrange pour qu'ils aient ce qu'il faut. Alors, ce ne sera pas du jour au lendemain pour tout le monde, mais je prends l'exemple des 9 pêcheurs là. Vous êtes rentrés dans un processus et vous voyez que les choses vont bien. Vous faites connaissance à nouveau avec la réussite et vous avez au bout l'espoir d'un lendemain meilleur. C'est ça, la politique. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis rentré en politique et c'est que ça que j'ai envie de faire dans la politique. Je ne suis pas rentré dans la politique pour me faire une carrière, j'en avais déjà fait une. Je ne suis pas rentré dans la politique pour avoir une maison, voiture et tout ça. J'ai déjà tout ça. Je suis rentré pour aider le contribuable, rendre possible ce qui doit l'être pour le bien-être de la population. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire simple. On va dire, on s'occupe de la population. Paris ne s'est pas bâti en un jour. Ça prendra un petit peu de temps pour certaines choses, mais les gens voient qu'on avance dans le processus. Alors, j'ai entendu beaucoup dire qu'on est en train de faire ce qui était prévu. Mais forcément, ça s'appelle la continuité territoriale. Et ceux qui disent ça, ils ont aussi fait ce que les autres qui étaient avant eux avaient prévu. Mais on ne fait pas que ça. On répare aussi quelques bêtises qui avaient été faites. On fait de nouvelles choses. C'est tout ça. Pour l'instant, on fait bien. Pourvu que ça dure. Il y a des turbulences dans l'avion. Hein. On ne va pas mentir, puisque tout le monde voit, tout le monde lit, les réseaux sociaux s'amusent. Donc, mais on tient le volant. Donc, Madame la sénatrice, avant-dernière question. Est-ce que l'opposition essaie de déstabiliser la majorité? Parce qu'on a vu au dernier conseil territorial, on voit l'opposition, des fois, soit ils vous attaquent, soit ils attaquent M. Gums quand il est là, soit ils attaquent, moi je dis attaque parce que bon, après on a vu comment ça s'est fini avec c'était Raphaël Sanchez. Est-ce que vous avez l'impression que l'opposition est dans un rôle de déstabiliser la majorité ou c'est le fait de montrer que la majorité ne savent pas ce qu'ils font? L'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. C'est le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est de montrer de doigt tout ce que la majorité fait et qu'ils estiment qui n'est pas correct. Okay. Voilà. Alors, des fois, il peut y avoir de la mauvaise foi. Des fois, ce qu'ils disent peut être tout à fait justifié. Je dis tout simplement qu'il faut avoir la sagesse d'écouter l'opposition parce qu'on oublie une chose souvent, c'est que l'opposition représente aussi le peuple. Si l'opposition est là, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé que cela devait être là. D'accord? Donc, on commence par respecter le peuple au travers de l'opposition. Le rôle de l'opposition devrait permettre à nous, majorité, de nous arranger pour que l'opposition ait le moins à dire. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Si j'ai un conseil à donner, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est tirer les avantages d'avoir une opposition quand même assez forte. Hein. L'opposition que nous avons, elle n'est pas passive. Hein. Pour nous améliorer de jour en jour et pour pouvoir avoir du répondant. Notre faiblesse n'est pas dans nos actions, parce que nos actions, elles sont réelles, elles sont visibles. Ce serait peut-être plus dans l'organisation. Et ça ne veut pas dire aussi, je l'ai dit, hein, que tout ce que l'opposition dit est vrai. Hein. Okay. Mais si on a du répondant et si on peut démontrer, parce que tout est une question de démonstration. Si la démonstration est faite que l'opposition est dans le faux, l'opposition est dans le faux. Et ça peut se faire dans le respect des uns et des autres. Mais l'opposition est dans son rôle. Et heureusement qu'il y a une opposition. Ouais. Ça oblige la majorité à être toujours droite. Ouais. Donc, dernière question pour la soirée. Est-ce que pour la rentrée de septembre, on aura des Saint-Martinois qui vont revenir à la maison? Parce qu'on vous a vu, vous étiez au ministère avec le président, il y avait une jeune prof qui était là. Est-ce qu'au mois de septembre, on va avoir des nouvelles têtes, des têtes qu'on connaît dans l'éducation? Je l'espère. Je l'espère. Tout n'est pas encore tellement arrangé. On a encore des petites difficultés, mais j'ai cru comprendre qu'il y en a qui ont participé au mouvement pop là encore cette année. Il y en a qui ne vont pas rentrer, malheureusement, et c'est ceux qui demandent depuis. Parce que, comme nous l'a expliqué le ministre, et on peut entendre ça, c'est qu'il y a des postes qui sont
rares, qui sont, vous savez, un prof d'anglais, je ne dis pas que l'importance est moindre, hein. Je dis tout simplement qu'il y en a beaucoup. Ok. Un prof de maths, il y en a. Un poste de sciences de vie de la Terre, de je ne sais pas trop, avec toutes les petites spécificités, il y en a moins. Ok. Et quand ces gens-là demandent à rentrer, ils laissent un trou en France. Ah, Aucun ministère ne va laisser le trou en France pour boucher les trous à Saint-Martin. ça c'est sûr. Donc il faut être, on peut arriver, on peut réussir, mais il faut être très, 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 très diplomate, il faut, voilà, pour que ça se fasse. Mais on en aura qui vont rentrer, et ils vont rentrer de plus en plus. Le ministre n'a pas botté en touche, hein. Il nous a parlé clairement, ouvertement, il va se pencher sur la question. Chaque fois que ce sera possible, il va privilégier cela, mais il nous a dit aussi, par exemple, ces spécialités-là, ces postes spécifiques-là, il ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Voilà. Dernier mot pour ce soir. Est-ce que vous voulez Dernier mot. Ben, c'est toujours un plaisir de venir ici, parce que moi, j'aime informer la population de ce que je fais et de ce qui est fait. Donc, d'ailleurs, on le voit hein, à travers mes réseaux sociaux. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi, lorsque je suis invité, de venir expliquer à la population, clairement, en toute transparence, ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Voilà. Donc, j'ai été contente d'être là. Je reviendrai si je suis invité. Ben, la porte est toujours ouverte. Hein? Et donc, voilà. Et j'espère que, bon, voilà, la population a suivi un peu le débat ce soir et qu'ils ont apprécié ce qui a été dit. Ben, merci. Ben, peut-être rendez-vous au mois de juin. Ben, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai l'impression à chaque 3 mois, je vais Donc, voilà, il est 20h. Après moi, il y a tout là. Donc, voilà, j'avais madame la sénatrice de Saint-Martin, madame Petrus, pour ceux qui ont, pour tous les fans. Enfin, je ne vais pas dire fans, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent sur la page de Youth Radio. Il y a beaucoup de commentaires, mais je pense il y en a qui sont contents de toute l'information que vous avez transmise ce soir. Mais moi, j'ai découvert des choses. Mais bon, voilà. Et je vous dis peut-être rendez-vous au mois de juin. Parce que la sénatrice, je suis obligé de me réveiller aux heures de Paris pour avoir des réponses. Et des fois, j'ai 2 réponses en même temps. Donc, ça veut dire que le travail est fait. Donc, après moi, il est 20h03. Après moi, il y aura Backbone. Je pensais aujourd'hui, on était mardi. J'allais prendre 10 minutes de plus. Et j'ai vu tout long entrer. Donc, je me suis dit, on n'est pas mardi. Donc, après moi, il y a Backbone. Et je vous dis, demain matin, normalement, il n'y a pas tout. Je dis normalement. Demain matin, il n'y a pas tout. Et je vous retrouve mardi prochain. Je ne peux pas annoncer l'invité parce que c'est en stand-by. Mais c'est sûr que jeudi prochain, j'ai le docteur Petit qui sera là avec moi. Et comme tout le monde l'attend, vendredi, j'ai une grande surprise. Je pense sur les réseaux sociaux. Ça sera toujours la santé. Et on va parler de la santé parce que, parce que comme on dit, tout le monde parle. Il y a des choses qui sont dites. Et maintenant, il faut que on puisse amener un changement. Et comme il y a des élus qui suivent, pour que les élus puissent ne pas nous rendre compte, mais de toute façon, les élus, tous ceux qui font un sémanton, on sait. Donc voilà. Donc pour ceux qui vont conduire en trans, soyez prudents sur la route. Et un message tonight for the fellows. When you guys have a problem, try to solve the problem, talk to each other. Okay? How I tell you guys, if you have a problem, you don't fight, don't pull up gun. That'll mess up. Because look, today we have a young fellow who passed. I know him by face. I know he's a cool fellow. I don't know what happened, but our mother, our father crying, our family crying, and now we in big trouble because shooting everything. So, guys, take care and be safe. I would like at least when December reached, we had less shooting, less people fighting. So, voilà. And how I send Facebook, and for those who see the letter who moving out on Facebook, I don't want to talk about it because since the last letter, it didn't sign, and I ain't going back there for nobody. So I'm not posting the letter. Those who have it, and who in charge will come. If it's true, they will deal with it. So guys, take care, have a nice weekend, and don't forget after me is Mr. Tula, Backbone. On est bon.